Tout est politique, bonjour, bienvenue sur i24 News. Au menu cette semaine, la machine anti-couac de Manuel Valls. Il y a la théorie et la pratique. La théorie, c'était aux 20h de TF1. Il prend les choses en main. Et il y a la pratique avec un gros recadrage en coulisses de Ségolène Royal. Mickaël Darmon, bonjour. Oui, bonjour. Effectivement, sur l'écotaxe, eh bien, elle a inventé le ségotacle. Avec vous, Christian Mallard, bonjour. Bonjour. On assiste à une mobilisation internationale rarement égalée pour soutenir les 200 lycéennes nigérianes. Boko Haram, cette secte musulmane radicale, est-elle le nouvel Al-Qaïda ? Mais écoutez, on a mis 14 ans à s'apercevoir que Boko Haram sévit au Nigeria ou en Afrique. Elle pratique la barbarie. Moi, je suis scandalisé qu'on n'ait pas vu ça avant, franchement. Tout est politique. Tout de suite, la méthode Valls. Manuel Valls, c'est le discours de la méthode et ça tourne autour de l'engagement et de la responsabilité politique. On regarde. Je suis là précisément pour m'engager. On me conseille même parfois de me tenir à l'écart. Les sondages pour ma formation politique ne sont pas bons. On prévoit une abstention très importante. Il n'y a que des coups à prendre. Mickaël Darmon, Manuel Valls, tout passe par lui, il contrôle, il maîtrise, c'est de l'anti-Jean-Marc Ayrault ? Oui, absolument. Il veut montrer qu'il est dans une rupture, d'abord vis-à-vis de son prédécesseur en termes de méthode, mais surtout qu'il ne veut pas endosser en aucune manière les résultats ou les non-résultats de son prédécesseur également. Alors, quand il a dit, comment ? D'abord, en le disant, on a perdu beaucoup de temps, a-t-il dit donc, dans son interview à TF1, ce qui est quand même une amabilité quand même assez particulière pour son prédécesseur. On peut lui rendre hommage, en même temps on dit voilà, on a perdu beaucoup de temps, donc ça c'est réglé pour lui. Mais surtout, la méthode, c'est-à-dire, il est sur tous les fronts. Il ne veut pas être cantonné au premier... Il considère même qu'il n'en fait pas assez. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il veut montrer qu'il n'est pas cantonné uniquement à la feuille de route de la réduction des déficits publics. Il veut montrer qu'il est l'animateur, le porteur d'une nouvelle méthode de gouvernement, c'est-à-dire qu'on l'a vu sur le terrain industriel avec Arnaud Montebourg. Le lendemain, il était à la réception donc, donnée à Paris pour l'indépendance, donc la fête de l'indépendance d'Israël. Ensuite, il est sur les plages de Ouistreham pour coordonner avec le ministre de l'Intérieur. Penser à Nicolas Sarkozy de l'époque. C'est ça, c'est Sarkozy de droite, de gauche. Il fait penser dans la méthode, en tout cas. Dans la méthode, dans oui. la méthode, il fait penser à cette espèce d'omniprésence. En fait, c'est l'omnivals, voilà, qui est en train de se mettre en place. C'est la méthode qui maintenant se met en place au moment où il y a une vitesse de croisière qui est prise. Les grands événements institutionnels, des discours, des votes parlementaires sont passés. Et maintenant, c'est le Manuel Valls, dirigeant, qui est en train de s'affirmer. Est-ce que cette méthode va pouvoir se poursuivre dans la mesure où il y a encore beaucoup de contestataires au sein du parti, au sein du gouvernement. Voilà, alors c'est intéressant parce qu'effectivement, le malaise continue entre les élus et le gouvernement. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il a été devant le groupe de l'Assemblée socialiste pour leur dire voilà, aussi les députés. On va travailler ensemble, on va être concerter, vous allez on va entendre le Parlement, on va travailler avec vous et tout cela. Il dit au ministre maintenant, quand vous vous déplacez, prévenez le député du coin, parce qu'avant, souvent, ça ne se faisait pas. Donc il veut que ce soit le canal par lequel on passe systématiquement. Il veut surtout montrer, parce que quel est le sous-texte ? Le sous-texte, c'est qu'il veut montrer qu'il a compris l'ampleur de la colère entre les élus et François Hollande. Parce que le fond de sauce, comme on dit... Le problème, c'est Hollande. Mais le problème, tout le monde le dit, c'est Hollande. Et là, je parle de ce qu'on dit au Parti Socialiste et au plus haut niveau de l'État. Le problème, c'est que la machine est cassée entre Hollande et les Français. Entre les deux, maintenant, vous avez un Manuel Valls populaire et qui, lui, est aux premières loges pour constater l'ampleur de ce divorce et de cette rupture et l'importance de ce gouffre qui est même le Grand Canyon. Donc, qu'est-ce qu'il va faire avec ça ? Donc, vous nous dites aujourd'hui qu'il est livré à deux défis. D'abord, lutter contre, faire oublier le sectarisme de M. Ayrault, premier point. Et deuxième point, essayer de dire, je vais essayer de faire oublier aussi M. Hollande et je vais me mettre un peu quelque part à sa place pour essayer de réussir. En tout cas, pour beaucoup, il s'agit d'une cohabitation au moins médiatique qui démarre, ça c'est sûr. En tout cas, chez les Hollandais premier cercle, ils en sont convaincus, parce qu'ils voient bien qu'effectivement, que cette démarche
amène aussi François Hollande à parler aussi de plus en plus, alors que tout le monde le dit, il faut arrêter de parler. Parce que là... Plus on parle, plus il y a des quoi. Alors vous parlez justement, Mickaël, de cohabitation médiatique. Justement, Manuel Valls a même demandé à tous ses ministres de passer par lui, de lui demander avant d'accorder toute interview à des journalistes. Parce qu'il savait pertinemment qu'il y aurait beaucoup de problèmes à gérer de ce point de vue-là, et en particulier un seul, qui est donc la libre, l'incontrôlable du gouvernement, c'est-à-dire Ségolène Royal. C'est une surprise, ça, c'est une surprise pour personne. La question, c'était juste à quel moment ça allait arriver. C'est arrivé très vite. Cette semaine, effectivement, avec des propos qu'elle tient donc devant une journaliste de Paris Match, qui retranscrit dans son article. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cet article? Ce qu'elle dit, au fond, tout simplement, si on prend d'abord les dossiers les uns après les autres, en particulier le plus important sur le plan industriel, le dossier Alstom, eh bien, elle dit tout simplement tout haut, et ça n'est pas un couac en réalité, elle se met en conformité avec le logo officiel maintenant du gouvernement, c'est-à-dire dire la vérité aux Français. Dire la vérité aux Français, eh bien, c'est ce qu'elle a entendu au plus haut sommet de l'État et ce qu'elle a confié aussi à d'autres journalistes dont j'étais, effectivement, c'est de dire le patriotisme économique, c'est dangereux. Laissons les investisseurs étrangers venir chez nous. Absolument. Direct, et je vais vous expliquer pourquoi. Le dossier donc de General Electric est le plus solide et est une offre industrielle et économique la plus cohérente pour pouvoir donc sauver Alstom, parce qu'il faut sauver Alstom. Il y a les gesticulations d'Arnaud Montebourg, mais en même temps, il faut... le problème, c'est que personne... Concrètement, il faut sauver cette entreprise. C'est ça l'idée. Est-ce que Ségolène n'a quand même pas non plus un problème existentiel? Non. Elles se sont très légitimes, elle l'est. Absolument. Elle pense être la meilleure du gouvernement. Elle pense être la meilleure du gouvernement. Elle pense que le grand malentendu, c'est qu'elle devrait être à l'Élysée. Voilà. Ça, c'est un problème entre elles. Elle a quand même été candidate à l'élection présidentielle. Et ça lui donne un statut hors cadre. Alors, justement, revenons à Manuel Valls. Il a recadré, rétropédalage direct de Ségolène Royal, finalement. Qui ne convainc personne. Mais ça a été plutôt bien géré, la méthode Valls. Ce qui est intéressant, c'est ça. C'est qu'effectivement, quand on parle avec Matignon sur ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils disent de manière quasi chirurgicale, on va dire? Ils disent, il y a eu un article de presse, il y a eu les propos du ministre, il y a eu 3 heures de polémique et c'est bouclé. Donc en clair, vous pensez que c'est viable une telle stratégie? C'est-à-dire qu'en tout cas, ça a été géré là, de manière massive, rapide et bouclée. Mais il n'en reste pas moins que, d'abord, elle l'a dit, et que 2, elle a posé des propos, parce que quand on va au-delà de la polémique, qui au fond racontent la réalité de ce qui se dit sur ce dossier, où tout le monde essaye d'expliquer, sans vraiment oser lui dire à Arnaud Montebourg, qu'il faut absolument débrancher de cette obsession de donner à Siemens le fait d'avoir Alstom, mais en réalité... Est-ce que Manuel Valls ne peut pas l'en dissuader? Manuel Valls a une influence sur Montebourg. Monsieur 17%, il pèse une partie de la gauche il a ce rapport de force et tout le monde le ménage. Tout est politique. Tout de suite, Boko Haram est-il en passe de devenir le nouvel Al-Qaïda? L'émotion suscitée par le rapt des 200 lycéennes au Nigeria a entraîné une mobilisation internationale rarement égalée. Boko Haram, secte musulmane radicalisée, affirme vouloir procéder à des échanges de prisonniers. Et sur le terrain, d'importants moyens internationaux sont mis en place pour retrouver les jeunes filles. On regarde tout de suite un sujet en images de David Neyman. Leur enlèvement a provoqué l'émoi bien au-delà des frontières du Nigeria. Elles sont au total 223. La nuit du 14 avril, c'est dans une violente attaque qu'elles sont arrachées de leur internat. Boko Haram ne tarde pas à revendiquer. Son chef ne fait pas mystère de leur sort. Esclavage, mariage forcé. Nous ne libérerons pas les filles tant que vous ne libérez pas nos frères. Depuis 5 ans, le groupe islamiste sème terreur et chaos dans le nord du pays. Mais cette fois, l'indignation est planétaire. La mobilisation le devient aussi. Cet acte insensé a été commis par un groupe terroriste déterminé à empêcher ces filles de recevoir une éducation. Des hommes tentant d'écraser les ambitions des jeunes filles. Nous sommes reconnaissants du soutien et de l'engagement de nombreux pays à nous aider pour sauver ces jeunes filles. Je crois que leur enlèvement marquera le début de la fin de la terreur au Nigeria. Abuja, Londres, Paris, Washington. Israël aussi propose son aide pour retrouver les lycéennes. Christian, il y a quelques semaines, personne ne connaissait vraiment Boko Haram, encore moins son leader Aboubacar Shekau. Et là, il est passé en statut internationalement reconnu, c'est inespéré. Mais vous disiez tout à l'heure, est-ce que c'est le nouvel Al-Qaïda? Mais c'est Al-Qaïda, c'est AQMI.
Al-Qaïda au Maghreb islamique qui existent aussi, ils ont des liens. C'est les Chebabs en Somalie. C'est tous ceux qui pratiquent la barbarie. Il n'y a pas d'autre terme. Alors, est-ce qu'ils ont des objectifs militaires ? Parce qu'ils sont plutôt dans pour l'éducation. Ce sont des gens, des radicaux. Et à l'intérieur même de l'islam. Contre l'Occident, contre les valeurs occidentales, qui veulent instaurer la charia. On le sait depuis 14 ans. Et Abou Bakr Shekau, il a été élevé dans le cercle. C'est le chef qu'on a vu dans le sujet chef qu'on a vu, l'instant. qui a succédé à celui qui était le père de Boko Haram, qui s'appelait Youssouf, et qui est mort il y a quelques années. Qui a été tué. Et Abou Bakr Shekau, aujourd'hui, veut mener cette guerre contre les autorités nigérianes. Pour venger aussi ce meurtre Et pour venger le meurtre de Youssouf. Mais ce personnage a été élevé un peu dans les cercles communiquant avec les talibans. Donc, quelque part, il est très lié aussi aux talibans. Il est issu d'un milieu des plus pauvres dans l'est du pays, où il y a le fief de Boko Haram. C'est quelqu'un qui a été élevé dans la haine de l'Occident, ça il faut le rappeler, et qui est aujourd'hui... Oui, mais il n'est pas expansionniste. C'est la différence avec Al-Qaïda. Je ne suis pas d'accord avec votre analyse. Non, alors, il n'est pas expansionniste. Parce qu'il n'exporte pas sa lutte. Pour l'instant, c'est local. Sauf qu'aujourd'hui, tout le temps local, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il commence à avoir des liens, qui gagnent le Cameroun. N'oubliez pas quand même que la famille Moulin-Fournier a été enlevée au Cameroun par Boko Haram, que le père Van den Bosch a été enlevé au Cameroun donc par c'est sur Boko le terrain Haram. africain. C'est le terrain africain, le Cameroun, le Niger, ça s'étend. L'implantation est africaine. L'implantation est africaine pour l'instant. Est-ce que ça peut faire des petits et s'étendre le Niger, le Sénégal, oui, tout le monde le sait. Et François Hollande a eu une très bonne idée d'organiser ce samedi sommet où il y a le Tchad, le Niger. C'est pour essayer de coordonner la lutte technique qu'on peut exercer contre Boko Haram. Et vous savez qu'aujourd'hui, les Américains ont envoyé des drones, il y a des services sur le terrain, le FBI Malin, est sur le terrain. Vous qui êtes un expert de tout ça, vous y croyez à ces experts sur place, à ces hélicoptères qui survolent le Nigeria ? Au buzz médiatique causé par l'enlèvement de ces 200 lycéennes, on fait le buzz médiatique pour dire on va s'occuper de Boko Haram. Mais franchement, c'est pas évident qu'on réussisse. C'est pas évident. Moi, je vous dis, ce qui me gêne, c'est que ça fait 14 ans que ça dure. Alors, on va au Trocadéro. Il y a Lynn Renault, il y a Madame Trierweiler. Tout le monde s'excite d'un seul coup. Et franchement, le problème, il est là. On n'a pas éradiqué cet islam barbare. Mais est-ce que la meilleure manière d'en parler, ou en tout cas de juguler ou de combattre, ce n'est pas aussi de mettre en avant aussi le fait que le Nigeria devient maintenant la première économie d'afrique, devient le pays qui décolle le plus. 7% de croissance d'après le FMI. Qui symbolise l'Eldorado économique. Cela veut bien dire qu'on avait jusqu'à présent associé des pays qui étaient sur le plan économique retardés ou en difficulté avec donc des excroissances ou un développement terroriste ou radical. Et là, on voit bien que non. En l'occurrence, il y a une émergence économique et en même temps encore des groupes radicaux. Stratégiquement parlant, en effet, le Nigeria, tout le monde y est. Les Américains, les Européens, les Français, les Italiens, les Allemands, tout le monde est au Nigeria. Et Israël, ils ont envoyé des gens sur place. Ils ont envoyé des gens sur place pour essayer de débusquer tous ces gens de Boko Haram. Simplement, aujourd'hui, le problème est loin d'être résolu et il va s'étendre à la région. Il est là, ce qu'on disait tout à l'heure. On aura largement l'occasion d'en reparler. Tout est politique. Les images de la semaine. Christian en parlait il y a quelques instants. Sur le parvis du Trocadéro, on a vu plusieurs anonymes, personnalités, ex-première dame, notamment Valérie Trierweiler. Un club des anciennes premières dames, on va dire. Il y avait Carla Bruni, Sarkozy et donc Lynn Renault aussi était là. Ce n'est pas une ex-première dame. Non, mais c'est pas une ex-première dame. Elle n'est pas dans ce club-là. Enfin, il y avait du showbiz. Voilà, il y avait donc du showbiz, effectivement. Et c'est intéressant parce qu'une étoile est née. Regardons. Heureusement qu'on arrive à regarder au-delà de nos frontières. Heureusement qu'on ne s'intéresse pas qu'à nous-mêmes. Heureusement que le monde se mobilise aujourd'hui pour ces jeunes filles. Non, je crois que tout le monde peut être fier de cette mobilisation. Mais elle ne doit pas s'arrêter là. Elle doit continuer pour toutes les autres femmes qui sont opprimées dans le monde entier. Il y a un espoir parce qu'elles sont vivantes. Donc tant qu'elles sont vivantes, il y a un espoir. Voilà. C'est ça qu'il faut ne pas oublier. Michael, une étoile est née, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une manière un peu ironique quand même de souligner que Madame maintenant Valérie Trierweiler fait partie, on la voit là aux côtés maintenant là, de Saïda Jawad, l'actrice, compagne également de Gérard Jugnot. On voit Lynn Renault, on voit que maintenant, à chaque fois qu'il y a des mobilisations humanitaires, eh bien, elle est là, elle est devant les caméras. Ce jour-là, elle a même un peu fait une forme de scène où elle parlait, elle embrassait le bon président au téléphone, tout le monde dit mais c'est qui ? Ah mais c'est le président du Secours populaire. Valérie Trierweiler qui n'aimait
pas les caméras, qui voulait être dans la sobriété, la distance. Elle a vu Michelle Obama, et je la soupçonne de vouloir jouer encore à l'ex-première dame. On parlait de cohabitation médiatique, on voit bien également que depuis quelque temps, eh bien, François Hollande parle et elle parle également. Le 6 mai, jour des 2 ans pour l'arrivée au pouvoir de François Hollande, alors que François Hollande s'apprêtait à prendre la parole sur une chaîne de télévision pour tenter de renouer le lien avec les Français, eh bien, elle était sur Europe 1 également pour dire son propos. Donc on voit bien qu'effectivement, quelque part, il y a un plan médiatique au moins qui est donné par Valérie Trierweiler. Christian, avant de se dire au revoir, juste, vous avez choisi, vous, à Vienne, où les négociations nucléaires avec l'Iran ont repris il y a quelques jours. Rencontre jugée cruciale, mais déjà on se prépare à l'idée qu'il n'y aura peut-être pas forcément un accord à la date butoir qui avait été fixée, le 20 juillet, parce qu'il y a quand même d'énormes désaccords à l'horizon. Les Iraniens ne veulent pas renoncer à leurs infrastructures nucléaires, ils ne veulent pas réduire l'enrichissement de l'uranium tel que le souhaitent les Occidentaux, les Américains en particulier. Donc, ce qui fait qu'on va à une négociation. Je ne dis pas qu'on est encore dans le mur, mais on risque d'être dans le mur d'ici peu de temps. Merci, messieurs. À la semaine prochaine.